Il a le droit de dire qu'ils viennent me chercher. Donc il a l'air très irrité par cette histoire, très agacé dans le fond, parce que c'est quelqu'un qui déteste qu'on le contredise sur sa méthode. Que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Alors, sur article le non-paiement 40. de l'article, Donc, le non-paiement, pardon, de l'impôt sur les non sociétés. mais là, faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. C'est une technique classique de dire qu'il faut aller en justice dans ces cas-là si on trouve que les choses ont été mal faites. Sauf que là, au-delà de la question de l'égalité, en fait, c'est la question de la légitimité surtout qui est en jeu. Ces cabinets de conseil venus du privé, ils ne sont pas neutres, ils portent une vision néolibérale de l'État, et c'est pour ça qu'ils ont été choisis par Macron et par son gouvernement. Le cabinet de McKinsey, aux États-Unis, est co-responsable d'un des plus gros scandales sanitaires du siècle. Le plus gros scandale sanitaire du siècle aux États-Unis, c'est la crise des opiacés, c'est-à-dire la diffusion massive dans la population américaine d'antidouleurs extrêmement addictifs et qui ont provoqué des milliers et des milliers d'overdoses. Je pense qu'on a affaire à un détournement d'argent public qui est très grave, qui est probablement légal dans les lois existantes. Ça veut dire que les lois existantes posent un immense problème. Voilà, il va falloir les changer. Comment on peut tolérer qu'une entreprise apporte son aide dans une campagne électorale gratuitement et en retour se retrouve être celle qui reçoit le plus de contrats, notamment pendant la crise sanitaire. Moment de retrouver Nicolas Framont, notre camarade Nicolas, chroniqueur aux médias et co-rédacteur en chef de Frustration Magazine. Frustration Magazine qui a publié il y a peu un article intitulé « Tout comprendre au scandale McKinsey en 6 points et 10 minutes ». Le scandale McKinsey, le McKinsey Gate qui se cristallise désormais en dépit de la stratégie de déni de l'exécutif et de la timidité des médias. On notera que finalement Emmanuel Macron a été obligé de réagir à ce sujet en dépit d'un agacement très visible. C'était hier sur France 3. Oui, et je l'ai déjà dit. D'abord, il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Mise en concurrence, transparence, responsabilité de celles et ceux qui signent. Donc tout est clair là-dessus. Non mais donc, oui, sinon c'est du pénal. D'accord. Et donc que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Alors, sur le article non-paiement 40. de l'article, Donc, le non-paiement, pardon, de l'impôt sur les sociétés. Non mais là, faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Deuxième point, c'est une très bonne chose qu'il y ait une transparence complète. Cour des comptes, Assemblée dans leur travail de contrôle de l'exécutif, pour dire les choses. Ensuite, moi je demande qu'on nous donne aussi de la profondeur. Comment depuis 15 ans, les contrats avec les consultants ont évolué? Je ne suis pas persuadé tous les gouvernements. Je suis pas persuadé que sous ce quinquennat, il y ait eu moins de contrats que sous certains autres, y compris de celles et ceux qui nous attaquent aujourd'hui. Donc faites la transparence complète. Alors, sans plus attendre, je contacte Nicolas Framont, co-rédacteur en chef de Frustration Magazine, chroniqueur aux médias, et qui a écrit un article « Tout comprendre au scandale McKinsey en 6 points et 10 minutes ». Salut Nicolas. Salut Théophile. Alors Nicolas, comment tu juges le fond de la réaction d'Emmanuel Macron face au scandale McKinsey? Maintenant qu'on lui pose la question, un journaliste a osé lui poser la question. Bon, déjà, on note qu'un journaliste a osé lui poser la question, enfin, sur France 3, c'est Francis Letellier, je crois. C'est quand même une bonne chose parce que jusqu'à présent, cette affaire laissait la plupart des médias mainstream silencieux. Ce qui est intéressant dans la réaction de Macron, c'est déjà sur la fin. Il a le droit de dire qu'ils viennent me chercher. Donc il a l'air très irrité par cette histoire, très agacé dans le fond, parce que c'est quelqu'un qui déteste qu'on le contredise sur sa méthode. Et en fait, le recours aux consultants, c'est quelque chose qui est hyper naturel pour quelqu'un comme lui, qui évolue dans ce monde-là, qui est entouré de consultants de McKinsey à longueur de temps, qui sont des gens qui ont fait sa campagne électorale, etc. etc. Donc, en fait, je pense vraiment qu'il est sincèrement surpris de cette affaire, parce que c'est des gens qui fonctionnent comme ça. Ensuite, sur le fond de sa réponse, c'est une technique classique de dire qu'il faut aller en justice dans ces cas-là si on trouve que les choses ont été mal faites. Sauf que là, au-delà de la question de l'égalité, en fait, c'est la question de la légitimité surtout qui est en jeu. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans ces différents rapports qui ont été commandés
Donc ces différents consultants qui ont travaillé pour le gouvernement, on doute pas, moi je doute pas par exemple que les règles existantes aient été respectées. Par contre, ce que je constate, comme la plupart des citoyens en ce moment, c'est que le rendu de ces rapports était très très léger, mais en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne. On en reparlera, hein, mais les consultants de ces cabinets privés, ils interviennent dans les entreprises privées depuis très longtemps, et généralement, ils produisent le même vent, le même vide de contenu. Donc finalement, c'est un système assez naturel. La question, c'est celle de sa légitimité. Et puis ensuite, il y a autre chose dans sa réponse. Quand il dit aller au pénal, moi, je pense qu'on a un vide juridique par rapport au conflit d'intérêts dont il est accusé. C'est-à-dire que, pour rappel, hein, ce dont on peut accuser Macron, c'est que Karim Tadjemine, qui est donc le directeur associé de McKinsey France en charge de la passation des contrats avec l'État, est un ami de Macron. Ils ont coécrit un livre ensemble, l'État en mode start-up, qui développe une vision du service public qui est tout à fait en rapport avec celle portée par les consultants privés. Et que les consultants privés de McKinsey ont participé gratuitement à la campagne électorale de Macron, à son équipe de campagne. Ils étaient nombreux à le faire selon Le Monde. Or, là, il y a un vide juridique, c'est-à-dire qu'en France, des gens riches ou des entreprises ne peuvent pas donner plus de 2 500 € par an et par candidat, ce qui permet de limiter en fait l'emprise d'une même entreprise ou d'une même personnalité sur la campagne d'un candidat. On a vu pour Macron, on le sait désormais, qu'il a surtout été financé par ses gros donateurs, mais à 2 500 € plafonnés. Or, là, on voit qu'il y a une entreprise McKinsey qui a travaillé gratuitement pour lui. Alors, à combien, finalement, on pourrait évaluer le don de McKinsey pour la campagne de Macron? Et du coup, il est tout à fait... là, il y a un vide juridique parce qu'en fait, la loi ne dit pas grand-chose sur la participation gratuite de cabinets de consultants, parce que aussi, ce recours systématique aux consultants dans la vie politique, c'est quelque chose d'assez récent. Et donc, Macron se sert de ce vide juridique, se sert du fait qu'en fait, quand il invoque le code pénal, il n'y a pas grand-chose dans le code pénal qui permettrait d'aller le juger sur cette affaire. Et puis, de toute façon, ça prendrait plus de temps que les 2 semaines qui nous restent avant sa réélection. Et Macron, avant tout, il veut gagner du temps. Ce qu'il veut, c'est être réélu. Et à ce moment-là, il n'y aura plus grand-chose à faire. Alors, ton article cite un certain nombre de missions qui relèvent du bullshit, qui ont été confiées aux cabinets de conseil comme McKinsey, Capgemini et d'autres. Alors, l'effet d'énumération peut être assez troublant. Peux-tu nous citer les cas qui t'ont le plus choqué au regard du rapport du Sénat? Alors, le rapport du Sénat, déjà, qui est donc la source principale de l'article de Frustration Magazine, c'était un rapport qui est très bien fait. J'encourage tous les citoyens et les auditeurs à aller le lire parce que, pour le coup, c'est quelque chose d'assez lisible. Puis pour une fois qu'on a l'impression qu'une institution comme le Sénat sert à quelque chose, entre guillemets, c'est plutôt agréable. Donc, c'est une commission d'enquête qui s'est réunie, qui a fait ce rapport et qui a auditionné les participants côté service public, côté consultants privés à ces contrats qui ont été passés. Et donc, effectivement, le plus troublant, c'est donc 500 000 € au Boston Consulting Group, qui est un de ces grands cabinets de consulting, qui ont été dépensés pour l'organisation d'une convention des managers de l'État. J'ai noté le terme de notion de manager de l'État. Dans l'administration, il n'y a pas de manager, il y a des directeurs, il y a des... c'est pas les mêmes titres. Or, là, on a voulu... c'est vraiment l'État en mode start-up, une convention des managers de l'État qui a finalement été annulée. Les 500 000 € ont été dépensés non pas pour des frais de bouche, des frais de traiteur, que sais-je, qui auraient donc été annulés, auxquels on aurait quand même dû payer une partie. Non, il s'agissait du déroulé de cette convention, donc une convention qui servait déjà en elle-même un peu à rien. C'était un grand raout destiné à donner aux différentes strates hiérarchiques de l'administration les grands axes de la start-upisation de l'État. Et ce qu'on constate dans les slides, les pages de PowerPoint qui sont proposées dans le rapport du Sénat, c'est que c'était des sortes de grandes séances de réflexion sur la réflexivité. En fait, on est toujours, globalement, quand on dit que c'est du bullshit, c'est que c'est beaucoup de vide, c'est beaucoup de réunions, de fausses consultations, de pseudo-ateliers participatifs. L'autre cas qu'on pourrait citer, c'est un rapport donc fait par McKinsey sur l'avenir du métier d'enseignant. Déjà, un rapport sur l'avenir du métier d'enseignant fait sans enseignants, sans membres du ministère de l'Éducation nationale, qu'entre consultants privés, et qui donne des grands axes, et quand des grands axes de réflexion abstraits.
Et Un quand rapport qui a Karim, coûté combien? je crois que celui-ci, on est dans les 600 000 euros, quelque chose comme ça. Il faudrait que je regarde. C'est toujours ces ordres de grandeur. On est toujours entre le 500 000 et le million d'euros sur chacun de ces grands rapports. Et Karim Tadjénine, quand il est interrogé par la sénatrice communiste Eliane Assassi sur le contenu de ce rapport et son objectif, il nous dit que ça sert à réfléchir à des axes de réflexion. Donc, tu vois le degré d'abstraction auquel on a affaire. C'est que on est vraiment dans le méta-discours avec les cabinets de conseil en stratégie, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont dans l'action, c'est pas des gens qui sont dans la proposition, c'est des gens qui sont dans la proposition de la réflexion en vue de l'action. Tu vois ce que je veux dire? Et pour bien comprendre pourquoi, donc il y a les cas, on va dire les plus extrêmes dont j'ai parlé, c'est-à-dire un rapport de 200 pages sur l'avenir du métier d'enseignant qui a coûté plus de 600 000 euros. Je sais plus, je crois, je voyais sur Twitter, quelqu'un avait dit que ça faisait à peu près 2800 euros la page de ce rapport. L'organisation d'une convention des managers de l'État, donc 500 000 euros partis en fumée. Donc on assiste à des sommes comme ça. Et puis même quand on va dire ces sommes sont à peu près justifiées, il faut bien s'interroger sur le rôle du recours au cabinet de conseil. Tu évoques le rôle idéologique, systémique de ces cabinets de conseil dans les mécanismes de prise de décision d'un État français qui trace son sillon néolibéral. Exactement. Ce qui est important, c'est qu'en fait, et ça c'est bien expliqué dans le rapport du Sénat, c'est qu'en réalité, ces cabinets de conseil, ils ne sont pas tant là pour proposer des choses nouvelles que pour appuyer une certaine vision de l'État et, quand il s'agit d'entreprises privées, une certaine vision d'entreprise. Pour bien voir en quoi ça consiste, par exemple, à l'échelle d'une entreprise privée, moi, c'est quelque chose que je connais bien parce que je suis moi-même, figure-toi, Théophile, consultant en freelance, pas pour les cabinets de conseil en stratégie, mais pour les cabinets de conseil qui conseillent les syndicats et les représentants du personnel dans les entreprises. Donc, c'est quelque chose qui existe, le droit à l'expertise, ça s'appelle, dans les entreprises de plus de 50 salariés. Les représentants du personnel peuvent faire venir des experts qui, en fait, font de la contre-expertise de ce qui est proposé par leur direction. Et donc, moi, souvent, les rapports que j'ai à contre-expertiser, en m'appuyant, du coup, sur le ressenti des salariés, des entretiens, le ressenti des syndicats et des représentants du personnel, ce sont des rapports qui ont été produits par ces grands cabinets de conseil, les mêmes dont on parle maintenant, McKinsey, Boston Consulting Group, Accenture, KPMG, etc. Et généralement, ce qui se passe, c'est que quand un grand groupe français veut prendre une décision, français ou internationale, comme par exemple des réorganisations qui impliquent des suppressions de postes, donc des plans de licenciement, eh bien, il s'appuie sur ces rapports d'experts qui montrent l'impérieuse nécessité stratégique et organisationnelle à procéder ainsi. Et en réalité, il ne s'agit que pour ces cabinets de conseil qui viennent là, à qui l'entreprise donne évidemment, pareil, des milliers d'euros la journée de travail. En fait, ils ne viennent que conforter des décisions qui avaient déjà été prises. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent donner une sorte de légitimité morale, politique, stratégique, tout ça sous couvert d'un jargon technique absolument incroyable, des décisions qui sont déjà prises. Ils viennent appuyer la décision, notamment de virer les gens et de générer toujours plus de profit. Des choses finalement classiques qu'on aurait pu imaginer sans leur aide, mais ça donne une sorte de vernis technique, technocratique à ces décisions. Donc ça, c'est ce qui se passe dans l'entreprise privée. Et on pourrait se dire, dans l'entreprise privée, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Les capitalistes font bien ce qu'ils veulent de leur argent. Mais ce qui devient choquant, c'est quand ça se passe dans l'État. Et ce que constate le rapport du Sénat, c'est que ces cabinets de conseil en stratégie, ils ne faisaient pas que conseiller en réalité, ils appuyaient la décision, voire ils donnaient des arbitrages. Et quand on dit arbitrage, c'est soi-disant aider la décision à être prise, mais qui était très favorable à certaines décisions plutôt que d'autres. Donc effectivement, ces cabinets de conseil, ils ne sont pas neutres, ils portent une certaine vision de l'État, un État économe, un État qui fonctionne comme une entreprise privée. Il suffit de voir la convention pour les managers de l'État, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, on voit bien que le terme manager est directement apporté du privé. Dans le rapport, on voit également, sont auditionnés des représentants syndicaux dans ces administrations qui sont choqués du fait que ces cabinets de conseil emploient dans leur rapport le terme de client plutôt que celui d'usager, par exemple. Donc, en fait, c'est aussi l'importation d'une logique commerciale dans les services publics.
Et puis il y a un autre élément qui est alarmant, c'est que tous ces cabinets orientent beaucoup la décision publique vers la digitalisation, ce qu'ils expliquent la digitalisation, c'est-à-dire le passage de plus en plus du fonctionnement de l'administration vers des plateformes numériques. Et ces plateformes numériques, pour les usagers, ont souvent des conséquences catastrophiques parce qu'en France, on a des millions de personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'informatique et avec Internet. Donc vous voyez, ces cabinets de conseil venus du privé, ils ne sont pas neutres, ils portent une vision néolibérale de l'État. Et c'est pour ça qu'ils ont été choisis par Macron et par son gouvernement. Parce que Macron et son gouvernement, c'est des gens qui ont en eux-mêmes cette vision de l'État, qui détestent l'État tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire en fait l'État républicain de services publics orienté vers la gratuité et la protection sociale, par exemple, et ils veulent la remplacer par autre chose. Et pour ça, ils ont fait venir en fait ceux qui sont leurs amis, parce que c'est des gens, les macronistes et les cabinets de conseil, c'est le même univers du secteur privé capitaliste, des écoles de commerce, des grandes écoles d'ingénieurs, etc., de l'inspection des finances dans le cas de Macron. Tous ces gens, précisons, passent du privé au public sans difficulté. Donc en fait, en quelque sorte, ils ont fait venir leurs potes pour qu'ils les aident à les confronter, à les conforter dans leur vision de l'État et à l'imposer à leurs administrations. Parce qu'en France, l'administration publique, elle est quand même pénétrée d'un certain idéal républicain, et donc il est difficile de la changer. Et ces cabinets de conseil, ils viennent pour ça. Ils viennent pour forcer la main à l'ensemble de l'administration pour qu'elle change. Alors, les cabinets de conseil ont connu leur heure de gloire, une sorte de moment de pouvoir quasi absolu au moment de la crise sanitaire, et notamment dans la stratégie vaccinale. Oui, effectivement, c'est le moment où on a commencé à en parler. Nous, à Frustration, c'est là qu'on a publié notre premier article. C'était l'année dernière, en réalité. Quand la campagne vaccinale a été bien lancée, on s'est rendu compte notamment que McKinsey a été le cabinet auquel l'État a le plus souvent fait recours pendant cette période-là, pour organiser, soi-disant, la logistique de la campagne vaccinale. Alors, cette explication, elle est intéressante parce qu'on se dit, bon, admettons, il fallait organiser la logistique de la campagne vaccinale, c'est très compliqué, il y avait des doses de vaccins à acheminer, etc., etc. Donc, pourquoi pas appeler du renfort? Sauf qu'il faut bien comprendre que ces cabinets de conseil, ce n'est pas des gens qui ont fait venir des bus, des camions et des trains. Encore une fois, on est dans le métadiscours. Ce sont des gens qui ont pensé l'organisation de la campagne vaccinale, qui ont donné des... toujours, ce n'est pas des gens qui ont porté des caisses de vaccins d'une ville à l'autre, précisons-le. Ce sont des gens qui ont fait des PowerPoint expliquant comment il fallait organiser le fait de devoir porter ces caisses d'une ville à l'autre. Ça, il faut bien avoir ça en tête. C'est-à-dire que quand on dit oui, ce sont des gens qui ont prêté main forte à l'État dans cette période, moi, j'en suis pas persuadé. Je suis même sûr que si on demandait aux gens quelle a été la véritable influence des cabinets de conseil, à mon avis, c'était juste des gens qui grenouillaient autour des différentes administrations à donner leurs bons et leurs mauvais conseils. Et leurs mauvais conseils, on le rappelle dans l'article, tout le monde semble avoir oublié cette histoire, mais McKinsey, le cabinet de McKinsey, aux États-Unis, est co-responsable d'un des plus gros scandales sanitaires du siècle. Le plus gros scandale sanitaire du siècle aux États-Unis, c'est la crise des opiacés, c'est-à-dire la diffusion massive dans la population américaine d'antidouleurs extrêmement addictifs et qui ont provoqué des milliers et des milliers d'overdoses, qui ont plus tué que les armes à feu aux États-Unis. Donc c'est un énorme scandale sanitaire dans lequel McKinsey, le cabinet, est mouillé, puisque McKinsey, dans les années 2010, a conseillé Purdue Pharma, qui est une des principales firmes pharmaceutiques qui avait commercialisé le plus addictif des opioïdes, à savoir l'Oxycontin. Et McKinsey, pour vous dire le cynisme du genre de cabinet, par exemple, avait conseillé d'indemniser les pharmacies des zones dans lesquelles se produisait le plus d'overdoses, enfin pas d'indemniser d'ailleurs, de leur accorder des ristournes commerciales, et ainsi donc de faire passer la pilule de dizaines et de dizaines de milliers de morts. Donc le choix de McKinsey pour la campagne vaccinale était particulièrement néfaste, particulièrement dans un contexte où il y a une grosse défiance envers le vaccin. Mais effectivement, ça a été la justification principale du gouvernement, ça a été de dire on était en pleine crise, il nous fallait du monde, on a recruté des gens. Dans ces cas-là, on a envie de dire mais pourquoi avoir pas recruté plus de soignants dans les hôpitaux, par exemple, plus de personnel pour le fret, SNCF et pour le transport? Non, il s'agit toujours de recruter les copains très bien payés et pas le personnel de base dont on a besoin en réalité pour faire face à ce genre de crise. Alors, si on te comprend bien, on peut parler de copinage au plus haut niveau de l'État, mais est-ce qu'on peut s'enhardir et évoquer des détournements de fonds? Ou alors, disons, un détournement de l'utilisation de la fortune publique?
En fait, le terme de détournement de fonds, je m'en méfie parce qu'il est connoté juridiquement. Le détournement de fonds, ça serait, par exemple, si sur chacun de ces contrats passés entre l'État et les cabinets de conseil, on avait eu des ministres ou des hauts fonctionnaires qui s'étaient accordés des rétrocommissions sur ces prestations. Moi, je pense qu'en réalité, si on creuse, on tombera sur le fait que le cadre légal a été respecté. Donc, il serait mauvais de parler de détournement de fonds publics. Et en même temps, sur ce qui se passe dans les faits, je ne vois pas comment on peut qualifier ça autrement, puisqu'encore une fois, on parle d'1 milliard d'euros par an. Donc, c'est bien plus, si vous voulez, que le budget accordé au sport et à la vie associative sur une année en France, au niveau du budget de l'État, ont été donnés à des cabinets de conseil dont le travail est tout à fait questionnable, qui ont abouti à des productions parfois vides, qui ont abouti à organiser des événements qui n'ont pas eu lieu. Et là, enfin, un certain nombre de médias s'y intéressent, et plus ça va, plus on voit ce genre d'exemples se multiplier, c'est-à-dire énormément d'argent dépensé pour un résultat qui n'est pas du tout au rendez-vous, voire qui est inexistant. À partir de là, je ne vois pas comment on ne peut pas parler de détournement d'argent public, puisque notre argent public de contribuable n'a servi à rien. Alors on peut se dire, oui, mais peut-être ça arrive, c'est normal qu'il y ait des ratés. Bien sûr que par moment, l'argent public sert à financer des projets qui n'aboutissent pas. Sauf que là, c'est un peu le trait reconnaissable de ces cabinets de conseil, c'est de produire du vide, ou c'est de produire au mieux une action idéologique qui est néfaste à l'usager au final. Et surtout pour financer une main-d'œuvre extrêmement coûteuse qui sont les consultants des cabinets de conseil. Et qu'en plus, cette main-d'œuvre, ce sont des amis et des connaissances des membres du gouvernement, à commencer par le président de la République. Donc là, Et si en vous plus, voulez, il y a la question de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire finalement, c'est la fortune publique qui va nantir des groupes qui nourrissent une telle loyauté vis-à-vis de l'État qu'ils ne payent pas leurs impôts en France. ben oui, apparemment, McKinsey est accusé par le Sénat de finalement payer ses impôts dans l'État du Delaware via un jeu de filiales complexe, donc de pratiquer ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, ce qui est un beau jeu pour dire contournement des lois pour ne payer aucun impôt dans un pays donné, ce qui est le cas de la France. Donc en plus, c'est vrai qu'on peut dire qu'on se fait arnaquer de plusieurs manières dans cette affaire, parce qu'on mandate une entreprise qui ne paye pas ses impôts, parce que le mandat qu'on donne à cette entreprise est si peu défini qu'en réalité, le résultat n'est pas au rendez-vous, et parce que probablement que cette entreprise-là a été choisie parce que son dirigeant en France est un ami de Macron qui partage la même vision de l'État. Donc, effectivement, je pense qu'on a affaire à un détournement d'argent public qui est très grave, qui est probablement légal dans les lois existantes, mais ça veut dire que les lois existantes posent un immense problème. Voilà, il va falloir les changer. Comment on peut tolérer qu'une entreprise apporte son aide dans une campagne électorale gratuitement et en retour se retrouve être celle qui reçoit le plus de contrats, notamment pendant la crise sanitaire. Donc, il faut se poser ces questions-là et surtout, il faut regarder l'argent en jeu. À côté, l'affaire Pénélope Fillon, c'est vraiment rien pour le contribuable. Ce n'est pas les mêmes ordres de grandeur en réalité. Et donc, moi, je ne comprends pas que quelque chose comme l'affaire Fillon, qui était aussi quelque chose qui jouait sur les failles du fonctionnement des institutions, parce que le fait de payer un ou une assistante parlementaire à ne pas faire grand-chose, c'est quand même quelque chose de légal en réalité. Il y a le même problème avec Fabien Roussel, c'est qu'en réalité, les assistants parlementaires, ils dépendent tellement entièrement des députés que finalement, leurs missions ne sont pas claires, ne sont pas clairement définies dans la loi. Donc, il y a un vide juridique sur lequel les députés jouent et continuent de jouer, à mon avis. Et ben, c'est pareil sur l'affaire McKinsey. C'est que le gouvernement joue avec la loi pour donner des tas de contrats favorables à des sociétés amies, voire des sociétés alliées, et ce, au prix de l'argent du contribuable. Alors, tu as écrit sur Twitter la phrase suivante: dans une démocratie, le président candidat ne devrait pas pouvoir faire un pas sans être harcelé de questions sur le McKinsey Gate. Tu trouves que les médias sont trop timides sur la question du McKinsey Gate? Oui. Ah bah oui. Mais bon, on va pas continuer de s'en étonner ici. Si toi et moi, on travaille dans des médias indépendants, c'est bien parce qu'on sait que la presse mainstream ne fait plus le taf, pour toutes les raisons qu'on connaît, qui sont la concentration en main des milliardaires. Et puis je dirais, là, dans le cas précis, c'est que le monde des journalistes a beaucoup de mal
à saisir des faits systémiques. Là, on est dans quelque chose de systémique, on est dans quelque chose de sociologique, l'univers des cabinets de conseil qui a une pensée commune avec l'univers de Macron. On n'est pas dans... Il n'y a rien de caché dans cette histoire, ce n'est pas une affaire qu'on révèle. Les contrats publics, je suis sûr, sont consultables. Donc peut-être que ça manque un petit peu de piquant, cette histoire, même si, comme je le redis, les conséquences pour le contribuable sont bien plus fortes que sur des affaires précédentes. Donc j'ai l'impression qu'effectivement la presse a loupé le coche de l'affaire McKinsey, n'ose pas aller dedans, peut-être à 2 semaines des élections. Et effectivement, donc ça c'est l'explication un peu sociologique sur ce qu'est le métier de journaliste, et puis sur ce qu'ont devenu nos médias, hein, c'est-à-dire que la mainmise des milliardaires est telle que des propriétaires de médias, que ce genre de sujet n'occupe pas la place qu'il devrait occuper si on était dans une démocratie pluraliste avec des médias qui ont avant tout en tête le bien commun et le bon usage de l'argent du contribuable. Clairement, c'est pas pour rien que c'est une commission d'enquête du Sénat qui a sorti des choses pareilles. Et c'est une très bonne chose parce qu'ils ont pu avoir l'indépendance et les moyens de le faire. Mais actuellement, dans les grandes rédactions, qui peut faire un travail comme ça sans être inquiété, c'est compliqué. Merci en tout cas, Nicolas. Je rappelle que tu es l'auteur d'un article sorti dans Frustration Magazine, Tout comprendre au scandale McKinsey en 6 points et 10 minutes. Frustration Magazine, qui est un média indépendant qui ne vit que du bénévolat de ses membres et aussi des abonnements de ceux qui peuvent s'y abonner.